Salut à tous, bienvenue dans The Programmatic Society, un programme qui vous propose d'entendre chaque semaine la voix de ceux qui font le marché du programmatique, en français dans le son, international dans le ton. Une émission soutenue par Gamned, avec pour partenaire média CB News, Redcard et pour partenaire opérationnel Smile Wanted. Ce contenu est accessible également en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Cette semaine, notre thème est le suivant, le secteur mode beauté en programmatique, état des lieux. Le secteur mode beauté est un des secteurs pour lequel le marketing digital est central pour assurer son développement. Existe-t-il des caractéristiques propres au secteur mode beauté dans le domaine du marketing digital ? Comment la data est exploitée par le secteur mode beauté ? Quels sont les critères de performance pour le secteur mode beauté dans le cadre d'une campagne publicitaire digitale ? Pour en discuter, Sonia Zmi de Gamned, Jérémy Parola de Reward Media, Ali Koné du groupe Marie-Claire, Bastien Delot de auféminin.com. Bonjour mesdames, messieurs, pour parler mode beauté aujourd'hui dans The Programmatic Society, un secteur qui investit beaucoup sur ce secteur qu'est la data, ou ces secteurs que sont la data et le programmatique. Tout d'abord, pour commencer, ma première question, est-ce qu'il existe des caractéristiques propres à ce secteur mode beauté dans le domaine du programmatique et de la data justement ? On va commencer par toi, Sonia. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Moi, c'est un secteur qui me passionne particulièrement. Alors, je ne sais pas vous, mais moi, en voyant le sujet, je me suis dit, bon, c'est volontairement large, mais il y a quand même une petite distinction à faire déjà entre la mode et la beauté, qui ne sont pas les mêmes secteurs, mais il y a surtout une distinction à faire entre les différents positionnements des marques. On ne va pas tout à fait avoir les mêmes problématiques, qu'on soit sur du luxe, du premium ou de la grande distrib, de l'access. Et puis, il y a aussi les retailers multimarques qui jouent une place assez importante dans ce secteur-là. Donc, pour le faire rapide, sur du luxe, on va plutôt avoir des enjeux qui vont être liés à de la réassurance sur le respect de l'image de marque, notamment. Pour ça, il y a des initiatives comme il y a beaucoup de PMP qui se montent, donc des private marketplaces, pour justement garantir ce respect de l'image de marque et un cadre de diffusion brand safe avec les labels Digital at Trust notamment. Sur de la beauté, on va être plutôt sur des enjeux de visibilité et de branding. Pourquoi ? Parce que très souvent, les marques de beauté ne sont pas distribuées en propre. Elles passent par des réseaux de distributeurs, que ce soit de la grande distrib, la parapharma ou des acteurs comme Sephora. Du coup, dans leur campagne de marque, elles vont jouer plutôt sur du branding pour gagner en notoriété auprès des consommateurs finaux. Et être bien référencé derrière après chez les distributeurs. Et enfin, et après je m'arrête là, sur de la grande distrib, tout ce qui est Zara ou les petits retailers un petit peu accessibles, c'est là en fait qu'on s'amuse le plus en programmatique parce qu'on travaille sur l'ensemble de la chaîne de valeur et sur l'ensemble du parcours client, donc du branding à la fidélisation en passant par l'acquisition. Merci Sonia et merci pour cette distinction, cette classification qui est effectivement importante puisque de cette classification naissent différentes stratégies que tu as justement exposées. Ali, ta vision donc des caractéristiques qui sont propres au secteur mode beauté dans le domaine du programmatique et de la data. Dans un premier temps, dans la beauté, ça va compléter une stratégie social media la plupart du temps parce que c'est effectivement quand il y a des nouveautés sur des produits de beauté, les marques vont faire appel à des influenceuses. Mais on a besoin aussi d'amplifier cette résonance de diffusion au sein de sites tels Marie-Claire, Auféminin, même l'été du groupe Lagardère par exemple, anciennement Lagardère, pardon. Donc là, on va être dans une notion de complémentarité. Après, sur tout ce qui est mode, on va être sur une notion de puissance. Donc on va clairement faire des deals assez spécifiques, comme disait Sonia, dans des PMP, pour avoir de cette réassurance et aussi avoir cette maîtrise de contexte de diffusion. Merci Ali. Jérémy. Globalement, ce qui est vrai, merci pour les différentes distinctions parce qu'elles sont assez importantes. Il y a une distinction supplémentaire qui est quand même assez importante à faire, c'est est-ce que la marque en question gère son canal de distribution en e-commerce notamment, puisque effectivement ça réintègre des problématiques de performance qui ne sont pas forcément des problématiques qu'ont un certain nombre de marques qui ne sont pas elles-mêmes leurs distributrices. Ce qu'on voit, parce qu'on parlait de la programmatique et de la publicité, c'est que globalement il y a quand même une diversité de la part des acteurs de ce secteur dans leur capacité à être propriétaires de data et à l'opérer également. C'est la question d'après, justement. On en reparlera sûrement après, mais c'est vrai que c'est un enjeu qui est particulièrement important puisque tous les acteurs ne sont pas lotis de la même manière d'un point de vue de la data. Et nous, en tant qu'éditeurs, on peut être intéressant dans le cadre d'une diffusion, mais on peut être aussi intéressant dans le cadre de l'accompagnement sur la partie data. On en parlera tout à l'heure. Merci Jérémy. Merci Jérémy. Bastien,
ta vision justement des caractéristiques propres au secteur mode beauté dans le domaine du programmatique et de la data. Ouais, bonjour à tous. Moi, je ferai comme Sonia, je dézoomerai peut-être un petit peu sur les secteurs mode et beauté, et particulièrement sur la beauté qu'on connaît assez bien chez Au Féminin et le groupe Unify au global. En fait, on voit bien que ces 10 dernières années, il y a eu quand même un marché de la beauté et de la mode qui ont été très secoués. Que ce soit d'un point de vue vraiment des attentes des consommateurs, puisqu'on voit bien qu'il y a eu des nouvelles tendances comme le clean beauty, le bio, le green, etc., qui sont des tendances très proches finalement du food. Donc c'est pas non plus très étonnant, parce qu'il y a quand même des similitudes assez fortes entre ces deux secteurs. Et on voit bien que de ces tendances-là ont émergé des nouvelles marques qui ont été à la fois très fortes sur ces tendances-là, mais aussi très digitales. Donc on ne parle même plus de l'influence marketing puisque c'est ancré dans les mœurs, avec tout ce qui est influenceuse, blogueuse, etc. Donc on voit bien qu'il y a quand même un besoin des marques historiques de se renouveler, de redigitaliser un petit peu leur offre et de rendre une nouvelle proximité avec leurs clients qu'ils avaient peut-être un petit peu perdu, leurs consommateurs, consommatrices. Et le digital et le programmatique sont idéaux comme canaux pour ça, puisque ça permet à la fois de garder une proximité, de scénariser et d'hyper-personnaliser, puisqu'en fait on voit bien que l'hyper-personnalisation dans la beauté notamment est hyper importante. Tu me permets de faire une transition puisque tu parles d'hyper-personnalisation et que la data, tu l'as évoqué également Jérémy, est vraiment au cœur, j'allais dire, de l'ensemble des stratégies programmatiques aujourd'hui. Et justement, en ce qui concerne ce secteur mode beauté, comment cette data est exploitée, Sonia ? Nous, ce qu'on constate sur ces acteurs mode beauté, alors c'est surtout les acteurs les plus matures évidemment, mais c'est qu'ils sont de plus en plus équipés de DMP. Et en fait, Data Management Platform. Exactement, merci. On a trop l'habitude des acronymes, on les explique même plus. Donc de DMP. Et en fin de compte, quand on réfléchit un peu, ça fait sens parce qu'on est sur des secteurs, on est dans une logique de réachat. Et du coup, c'est important de travailler la personnalisation et la scénarisation des messages pour vraiment aller travailler la lifetime value des consommateurs. Et on se dit, sur de la beauté, sur de la mode, on va avoir très souvent de la promo, de la vente privée, de la réduction. Donc c'est sur des logiques comme ça qu'il faut aller réattirer le client. Et puis même par définition, par essence, c'est des secteurs où on change sa garde-robe régulièrement, où les produits, ma crème de soin, elle va arriver à sa fin, à échéance exactement au bout d'un moment. Donc il faut vraiment travailler la lifetime value des consommateurs. Merci Sonia. Ali. Je dirais que comment elle est exploitée, c'est surtout aussi sur la partie retargeting, où là, la mode a toute sa place. Le programmatique va permettre de maîtriser son exposition et la répétition des messages, mais va permettre aussi de retargeter l'audience aussi bien sur le site de l'éditeur, mais aussi sur un réseau, ce qu'on fait en extension d'audience, et d'injecter aussi la data propriétaire de l'éditeur. Donc ça, c'est ça qui est intéressant aussi pour des univers comme la mode et la beauté. Merci Ali. Jérémy, la data. Sur cette partie-là, ce qui est assez intéressant, c'est de faire la distinction entre les marques qui ont un réseau physique de distribution, qui vont être consommatrices et intégratrices de data. Consommatrices, puisqu'elles vont avoir besoin, dans des problématiques de drive to store, etc., de pouvoir activer une data qui permette d'amener à une transformation dans un réseau physique. Et elles vont être également demandeuses, puisqu'on prend l'exemple de la mode ou de la beauté, prenons l'hyperluxe, par exemple. Ça a été toujours un petit peu tabou pour ces marques-là. Quand vous aviez votre client, je vais être un peu caricatural, mais qui sort de la boutique avec 100 000 euros de sac sous le bras, d'aller dire, au fait, lâche-moi ton adresse mail avant de sortir, ça pourra me servir si un jour je fais du e-commerce. Donc globalement, ces marques qui viennent du retail physique, quand elles arrivent sur le marché du digital, arrivent en ayant une certaine pauvreté sur la data. Donc elles ont besoin d'être accompagnées sur cette partie-là. Et inversement, dans des domaines de pure players, parce qu'on en a vu émerger un certain nombre des pure players dans le domaine de la beauté et de la mode, eux intègrent directement la dynamique et eux, pour le coup, sont équipés en DMP, veulent mettre en place des échanges, etc. etc. Donc là aussi, il y a un champ des possibles pour nous, éditeurs, commercialement, qui est assez intéressant. Et pour eux, il y a un degré de complexité, de diversité dans les demandes qui est quand même extrêmement diversifié. Merci Jérémy. Bastien. Alors sur la data, on parlait tout à l'heure de proximité avec les consommateurs ou les consommatrices, de scénarisation, d'hyper-personnalisation. En fait, je pense que l'hyper-personnalisation ne veut pas forcément dire mettre des gens dans des cases. Je pense que c'est assez important et ce n'est pas spécifique au domaine mode et beauté. Mais je pense qu'il y a 3 questions à se poser quand on a des demandes ou quand les agences ou les annonceurs veulent vraiment mettre des campagnes en place. C'est d'abord l'aspect légal. Bon, maintenant, avec RGPD, on sait qu'il y a quand même un certain nombre de contraintes logiques et légitimes. Il y a un aspect qui est de la pertinence. Donc savoir est-ce que finalement les personnes que je veux cibler, ça faut vraiment une cohérence, une pertinence par rapport à mon produit, à ce que je veux véhiculer comme image. Et il y a un 3e point qui est vraiment l'aspect d'éthique.
Parce que finalement, bon, la RGP, donc l'aspect légal a quand même favorisé l'aspect éthique, mais on a encore beaucoup de demandes, notamment sur la beauté, sur des couleurs de peau, sur des choses que nous, auxquelles on n'a jamais répondu. Mais heureusement qu'effectivement, il y a un aspect légal maintenant pour quand même ajouter des contraintes et que ce ne soit pas juste de l'interprétation de la part des éditeurs pour ne pas répondre à ce type de demande. Voilà. Alors justement, on a parlé de précision, notamment grâce à la data, ce qui permet donc de meilleures performances. Et la question est, quels sont les critères de performance pour ce secteur mode beauté dans le cadre d'une campagne publicitaire digitale, Sonia? Et ben encore une fois, ça dépend de quelle marque il s'agit. Un retailer comme Sephora n'aura pas forcément les mêmes attentes qu'une grande maison comme un Dior, Margiela ou Céline, peu importe. Globalement, ce qui est commun à tous ces acteurs-là, c'est qu'ils ont des parcours d'achat qui sont relativement complexes maintenant et surtout qui sont omnicanaux. Et du coup, le digital prend une place de plus importante dans ces parcours d'achat-là et dans ces modes de consommation. Pour répondre à la question des performances, il y a 2 types de campagnes. Sur du branding, on va être attendu sur de la couverture sur cible globalement et sur aussi un temps d'exposition efficace, parce qu'aujourd'hui, juste mesurer de la visibilité, tout le monde sait le faire, c'est plus suffisant. Sur de l'acquisition, on va simplement venir mesurer l'impact que peut avoir une campagne digitale sur les ventes, qu'elle soit online ou en magasin avec la mesure du repos. Et cette partie-là, excuse-moi, juste Bien pour compléter, parce qu'il y a un vrai enjeu aussi par rapport à ça, notamment sur la logique de performance, qui est la logique d'attribution. Et ça, c'est un vrai sujet aussi pour nous en tant qu'éditeur, puisqu'on est au final un point de passage. On n'est peut-être pas le dernier point de passage avant la vente, mais on est un point de passage. Et il y a un vrai enjeu sur ces campagnes où on va aller piloter de la performance, etc., à attribuer à quel moment l'éditeur ou à quel moment l'influenceur ou à quel moment tout autre type de campagne a vraiment un impact par rapport à la vente. Et la problématique qu'on a sur ce marché, qui est une problématique qui existe également sur d'autres marchés, c'est qu'on a une petite tendance à regarder le last click et pas forcément le post-view. On a une petite tendance à pas analyser les chemins complets menant jusqu'à la transformation pour identifier que peut-être c'est peut-être pas le dernier site qui a engendré la vente, mais bizarrement dans mon cycle d'achat, il y en a un au milieu qui est toujours présent et c'est peut-être à lui qu'on devrait attribuer la valeur. Et ça, c'est un vrai gros enjeu dans la discussion qu'on peut avoir autour des dynamiques de performance. Merci pour ces précisions. Sonia, tu voulais ajouter quelque chose? Non. Merci Sonia. Ali? Non, je suis complètement d'accord avec ce qui vient d'être dit. J'ai ajouté aussi que les trading desks, ils n'ont pas forcément le temps d'analyser tout ça. Donc c'est vrai que malheureusement, le CPV et le CPA va rester quand même leur... CPV? Donc le coût par visite et le coût pour acquisition. Merci, c'est pour nous. Oui, pardon. Et malheureusement, c'est ce qu'ils vont regarder. Donc nous, on a des obligations de maîtriser notre diffusion pour s'assurer que ça va... Parce que le CPV et le CPA va être converti au CPM. Donc, je pense que je n'ai pas besoin de traduire le CPM. Coup pour 1000, vas-y. va être reconverti en CPM et on va devoir essayer de respecter ce niveau de CPM qui est demandé par les trading desks parce que effectivement, les acheteurs, ils gèrent une multitude de campagnes programmatiques et notamment sur la mode et la beauté, ils ont vraiment des obligations de respecter un certain niveau d'ICPM. Donc je dirais que malheureusement, ce critère-là, qui est pour moi pas forcément le principal, parce qu'effectivement, la data, le temps d'exposition sur les formats publicitaires est hyper important, mais il faut aussi en premier regarder ça. Merci Ali. Bastien? Oui, alors moi je voudrais encore une fois un peu dézoomer, c'est un peu mon rôle aujourd'hui aussi, j'ai l'impression. Non, on parle effectivement de la performance digitale, donc qui peut être du coût par clic, du coût par visite, etc. Mais je pense qu'il y a aussi le contexte qui est important. Quand bien même on parle de programmatique et on peut aussi parler de branding, quand bien même c'est du programmatique. Et je pense que les acheteurs, qu'ils soient les annonceurs en direct ou les trading desks ou les agences, ont aussi un devoir de trouver le contexte favorable à la marque et à l'image de marque. Je pense qu'aujourd'hui, on représente des éditeurs ou des agences qui font le travail correctement, mais associer une marque dans un contexte, c'est aussi très important, que ce soit sur Aufeminin, Marie-Claire ou d'autres. Il faut partager les valeurs, finalement, à la fois de l'audience qu'on touche et à la fois des éditeurs avec lesquels on crée un partenariat indirect. Donc ça, c'est la première chose. Une fois que le contexte est assuré et maîtrisé, je pense qu'effectivement, tout ce qui a été dit est important. Finalement, pour la plupart des annonceurs du secteur mode beauté, ce qui est important, c'est la vente, finalement. Donc, on est encore assez loin de pouvoir mesurer ce genre de critères, mais pour tous les nouvelles marques beauté ou mode qui se créent vraiment sur des dispositifs e-commerce digitaux exclusivement, c'est assez facile finalement d'aller du début du canal à la fin du canal et de pouvoir mesurer l'uplift en termes de vente pure. On va arriver à notre dernière question.
C'est bien parce que vous répondez vite et de manière précise, donc c'est parfait. Est-ce que l'offre publicitaire digitale est selon vous à la hauteur des attentes du secteur? Je vais commencer par toi, Sonia, puisque tu es acheteuse pour le compte d'un certain nombre de marques et en fonction de ce que tu vois, de ce que les supply, donc les fournisseurs de contenu te proposent, est-ce que tu penses que c'est à la hauteur de ce qu'attendent tes clients annonceurs dans le secteur mode beauté? Ouais. Je pense qu'aujourd'hui, l'offre, elle est tout à fait, elle répond tout à fait au code des industries de la mode et de la beauté par la richesse des inventaires, la richesse des formats, toutes les opportunités qu'il peut y avoir en termes de storytelling et de personnalisation. C'est vraiment des choses qui répondent tout à fait au code de ces industries-là. Après, je pense que l'enjeu qu'il y a pour le programmatique en règle générale, c'est peut-être qu'il faut réenchanter ce levier pour justement aller séduire les annonceurs mode et beauté qui sont encore un peu parfois frileux face à ce levier-là. Donc c'est un de ces enjeux auxquels il faut que nous on réponde. Et ça passe par réinjecter la créativité dans les contenus, ça passe par aussi revaloriser le contexte, ça passe par faire vivre une vraie expérience digitale aux utilisateurs et prouver aux marques qu'elles peuvent vraiment éditorialiser leur offre sur les écrans digitaux de la même manière qu'elles peuvent le faire en RP et dont elles ont l'habitude de le faire en RP. Merci Sonia. Ali, quelle est ton observation sur justement cette offre publicitaire? Toi qui es justement fournisseur de solutions pour ce secteur, tu penses que tu es à la hauteur, j'allais dire? Je dirais qu'il y a deux sujets du coup. Permettre aux marques de refaire vivre leur site e-commerce. Donc s'affranchir un petit peu des plateformes de certains membres GAFA. Donc ça veut dire que maîtriser tout le canal de distribution, de commercialisation de produits sur la partie digitale. Et aussi généraliser de plus en plus la partie drive to store, c'est-à-dire faire générer du trafic dans les points de vente. Donc on commence à le voir dans la partie programmatique, on le voit beaucoup sur la partie opération spéciale. Mais sur la partie programmatique, je pense qu'on n'est pas encore très mature sur le sujet en termes de volume de campagne. Merci Ali. Quand c'est pas à la hauteur au niveau du volume de campagne, ça veut dire que sur le programmatique, il y a peut-être des formats qui sont mal gérés et qui seraient des formats créatifs, qui répondraient peut-être aux demandes et aux besoins de mode beauté et qui fait que peut-être sur le programmatique, ça ne matche pas bien. C'est peut-être ça? Alors, je dirais que c'est surtout parce qu'on est surtout sur une notion de notoriété sur la partie deal programmatique, notamment dans les PMP. C'est surtout ça au début l'objectif. Mais on peut aller plus loin, associer cette partie perf, c'est-à-dire générer du drive to store et générer du trafic en magasin. Merci Ali. Bastien, ton avis sur l'offre que tu peux fournir, est-ce qu'elle répond aux attentes des annonceurs? Effectivement, alors je pense que l'offre, elle est à plusieurs niveaux. Si on parle de digital au global et pas uniquement de programmatique. Je vais dézoomer de nouveau. Le mot-clé. Et en fait, je dirais qu'effectivement, les marques, ce qu'elles attendent, c'est non plus seulement qu'on les accompagne sur le message, donc qui est vraiment la forme et la fin finalement de la scénarisation de la communication, vraiment sur qui sont mes consommateurs, qu'est-ce qui les intéresse, comment est-ce que j'arrive à recréer un contrat de confiance avec eux et à vraiment m'intéresser à leurs besoins de 2019-2020, pas de 2010. C'est aussi une notion importante. Et après, effectivement, donc nous, on a des discussions maintenant à tous les niveaux avec les cellules agences et annonceurs à ce niveau-là. Et ensuite, effectivement, sur comment adresser ces cibles-là, avec quel message, dans quel contexte, avec quel format. Aujourd'hui, effectivement, le problématique de la volumétrie, quand on parle de programmatique, est assez importante parce que très souvent, on repart donc dans l'hyper-personnalisation dont on parlait avant. Qui dit hyper-personnalisation dit hyper-ciblage avec des volumes très restreints, ce qu'on appelle finalement des micro-volumes. Et finalement, même si on multiplie micro-volumes, ça fera toujours un micro-volume à la fin. Donc en fait, ce qu'il faut se dire, c'est comment je fais pour revenir un petit peu en arrière, pour repartir sur des cibles un petit peu parentales, on va dire, en termes d'organisation, et pour finalement que ce soit scalable et que ça ait un vrai impact sur mes ventes, quand même. Merci Bastien. Jérémy. Alors si la question est est-ce que notre offre répond aux besoins du marché, j'ai envie de te dire oui. Non mais alors moi je vais pas dézoomer, je vais retourner la question. Le sujet, c'est un vrai gros enjeu, c'est à un moment donné le sujet de la pédagogie auprès des annonceurs aussi, puisque il y a des trading desks, il y a des agences, il y a des éditeurs, on est tous là quand même faisant partie d'un écosystème global, et à un moment donné il y a un vrai besoin de pédagogie, puisque encore aujourd'hui dans le secteur de la mode et de la beauté, mais dans plein de secteurs également, on est dans
ont quelque chose qui dit je veux la meilleure performance, le moins cher possible dans le meilleur cadre de diffusion. Et ça donne des choses où, mine de rien, je ne vais pas dévoiler d'immenses secrets, mais là où le besoin de brand safety d'une marque l'inciterait à aller plutôt vers une logique de programmatique garantie sur une PMP bien spécifique, avec un fort niveau de CPM sur des sites qui sont whitelistés, incroyables, etc. On se retrouve dans des situations où on veut cette whitelist, on veut le niveau de qualité de diffusion, on veut le contexte, mais on veut un CPA à 5 €. Et ce que ça donne sur le marché, et je pense qu'il y a une partie du désenchantement qui peut être créé aussi là-dessus, ça donne des deals qui sont en partie opérés dans le cadre de deals avec des éditeurs ou en partie opérés dans le cadre de programmatique garantie. Et bizarrement, on voit passer exactement la même campagne en open auction sur des sites qui sont un peu moins whitelistés, ou des fois même on a des bids qui essaient de passer sur nos sites à nous, qui fait que le trader fait bien son boulot parce qu'il va chercher le niveau de performance qui est attendu, mais on se retrouve dans une situation où, comme on demande de la performance, du contexte, un whitelisting, un niveau de visibilité, etc., enfin, faut le faire simple, hein, on peut pas le faire à 30 centimes CPM, quoi. Enfin, concrètement. La brand-formance a un prix. La brand-formance a un prix, elle a un prix, il faut donner ce prix, il faut être transparent sur ce prix, il faut que les agences fassent le job d'expliquer qu'à ce prix-là, on peut pas avoir tout ce qu'on veut, et ça évitera des situations où, en fait, il y a des deals qui sont ouverts sur nos sites, qui sont bidés pendant 48 heures, le temps de faire les captures d'écran en se disant c'est chouette, je suis sur ce super site ultra CSP+, pour derrière aller tout balancer en open auction sur un réseau à la perf, génial, mais qui ne correspond pas au setup. Et on se parle de transparence, on se parle de pas mal de choses. À un moment donné, il faut que ça aille aussi avec la pédagogie. Il faut qu'on soit tous alignés sur ce qu'il est possible de faire et ce qui n'est pas possible de faire. Et nous, on est en bout de chaîne là-dessus. Hein. Ouais, je me permets juste d'ajouter, effectivement, moi, je suis tout à fait d'accord avec Jérémy. Et dans ce coup-là, très souvent, la valeur de la data est une notion importante, puisqu'en fait, finalement, on peut parler tous ensemble de c'est quoi la valeur d'une data, le coût d'une data. Personne ne va être d'accord, puisque finalement, on voit bien qu'il y a des typologies de data très différentes, de la navigation jusqu'à l'intention, voire jusqu'à des données de panier. Et on voit bien que ça, effectivement, ça fait partie de la pédagogie. Alors déjà aussi, un peu de bonne foi de la part de chacun des acteurs dont on fait partie, hein, un peu de bonne foi sur ce que ça vaut vraiment, donc la data qu'on met à disposition, quelle est la récurrence, comment elle a été créée, quelle est la taxonomie. Il y a quand même des sujets très forts autour de la data. Comment la valeur est distribuée. Comment la valeur est redistribuée derrière. Et derrière, effectivement, il y a la performance. Mais déjà, encore une fois, si on touche la bonne cible et qu'on est persuadé qu'on paye le bon prix, tout le monde sera content et on verra bien qu'on en tirera un bénéfice, qu'il soit côté annonceur ou qu'il soit côté publisher. Et tout le monde le fait très honnêtement pour essayer d'atteindre ses objectifs. Hein. Concrètement, je pense qu'il n'y a aucune mauvaise foi de la part de qui que ce soit sur le marché. Le seul point, c'est qu'à un moment donné, tout le monde parle de transparence. On ne se parle pas de la même chose au niveau de la transparence, quel que soit l'échelon. Et on est sur un secteur où la valeur de la marque est quelque chose qui est érigé comme un totem, où parfois les campagnes sont plus drivées par les directions artistiques que par les personnes qui sont là pour opérer les campagnes. Et à un moment donné, c'est pas au trading desk ou c'est pas au publisher de supporter le côté illogique parfois des demandes qui sont faites sur le marché. Après tout le label digital. Ali, merci Jérémy. De le label Digital Ad Trust, qui est une belle initiative qui va permettre de réassurer aussi les annonceurs directement, parce que ça s'appuie sur plusieurs critères, la transparence, l'expérience utilisateur, la visibilité, la fraude, la brand safety. Donc ça, c'est des initiatives qui vont permettre de rassurer les annonceurs et de permettre au trading desk de savoir où il va diffuser sa campagne et de maîtriser son contexte de diffusion. Mais tu peux pas utiliser Digital Ad Trust en open auction. Ouais, donc à un moment exactement. donné, ça veut dire aussi qu'il y a une valeur à attribuer en face, qui est une valeur connue de tous, puisque à date aujourd'hui, je peux pas dire que je fais de la programmatique optimisée avec le CPM le plus bas en faisant du Digital Ad Trust. Quoi. Non, mais c'est pour ça que je suis d'accord, mais c'est pour ça que j'invite vraiment les sites à intégrer ce label, parce que là il y en a 94, presque une centaine. Je crois, même ouais, ça doit être ça. Et ça fait quand même une volumétrie qui commence à être intéressante par rapport à l'année dernière où il y avait beaucoup moins de sites. Et là, effectivement, tu es un peu obligé de faire de l'open parce que tu dois compléter ton volume et respecter le budget de diffusion de ton annonceur. Et l'open, c'est pas mal. Hein. À un moment, on peut faire de la perf aussi avec de l'open et on peut atteindre ses KPI, il n'y a pas de souci, mais c'est un mix. Quoi. Ouais, c'est exactement. C'est un mix, on se rend bien compte que tous les secteurs qui sont quand même très spécifiques comme la mode et la beauté, à un moment donné, sur X%, mais très souvent la majorité des campagnes, embarquent de la data parce que c'est plus suffisant d'être dans un contexte, d'être juste en brand safety, ce qui est déjà la base, qui devrait être la base de la plupart des secteurs. Et maintenant, ils vont beaucoup plus loin et encore une fois, c'est dans la proximité avec leurs différentes typologies de consommateurs. Il faut dire que la plupart des éditeurs premium dans un secteur ont tendance à blacklister le secteur dans l'open auction. Donc à un moment donné, la data sert aussi à aller adresser la bonne personne hors du contexte à des prix qui sont un peu moins élevés également. Bien sûr. Tout à fait.
Je peux ajouter un dernier point sur les offres. Dernier parce que point, je repense à un truc. C'est qu'en fait, dans les offres des publishers, parce que c'est un peu ça dont on parle aujourd'hui, la plupart des publishers sont essentiellement digitaux, donc pas tous. Je parle des éditeurs qui sont féminins ou même plus généralement beauté mode, parce que c'est pas un sujet que féminin. Ils ont beaucoup de données de navigation, mais souvent, très souvent, manquent de données finalement d'intention d'achat et d'insight consommateur aussi. Moi, je voulais quand même faire un petit aparté, c'est qu'on a beaucoup décrié les forums et les espaces communautaires jusqu'à aujourd'hui. Les espaces communautaires sont en fait un formidable levier aujourd'hui pour en savoir plus. Grave. Exactement. Et si c'est bien géré, évidemment, c'est une modération qui est là, etc., dans tout le travail éditorial, mais en tout cas, c'est une vraie plus-value pour les marques de connaître finalement les discussions entre les différentes personnes des communautés pour connaître finalement des vrais insights sur les produits en dehors des espaces des marques dans lesquels les utilisateurs ne se retrouvent pas forcément ou ne se sentent pas forcément avec une parole tout à fait libérée. Donc, voilà. En tout cas, merci d'avoir libéré votre parole justement pour parler mode beauté. Et on peut constater qu'effectivement, la notion de valeur est importante, la valeur autour de la data, mais également la valeur par rapport au contexte dans lequel ces campagnes sont lancées, sont diffusées. En tout cas, votre parole a eu énormément de valeur aujourd'hui et je vous en remercie. Très bonne fin de journée. Merci Michel. Ainsi s'achève ce débat autour du secteur mode beauté en programmatique. Les points à retenir de nos échanges sont les suivants. 1. Les niveaux d'exigence et de maturité des acteurs mode beauté diffèrent en fonction de différents critères comme le mode de distribution des produits. 2. Le secteur de la mode aura une exigence de résultats proche de la performance. Quant à la beauté, le secteur aura une exigence proche du branding. 3. Le concept de brandformance est au cœur des nouvelles stratégies du secteur mode beauté. Encore faut-il que le secteur prenne conscience que cette brandformance a un coût. Retrouvez ce programme en podcast sur les principales plateformes d'écoute. Merci à Gamnet pour leur soutien, ainsi qu'à nos partenaires médias, CB News, Redcard, sans oublier notre partenaire opérationnel, Smile Wanted. Merci également à l'ensemble des équipes d'Atelier B pour la réalisation de ce programme.